et un juge. Ils sont donc dans le hall, forcément, comme je vous ai dit, il y aura le parquet général près la cour constitutionnelle avec les avocats généraux qui composent ce parquet, et puis la cour constitutionnelle avec ses 9 juges qui vont prendre les photos de circonstances, bien entendu, avec le président de la République pour cette année judiciaire, qui seront forcément placés dans leurs bureaux respectifs. Voilà, donc je vous disais que le président de la Cour constitutionnelle, c'est Dieudonné Kamoleta, et le procureur général près la Cour constitutionnelle, M. Moké Mayele John. Ce sont donc ces personnalités qui vont prendre la parole. Bien entendu, ils seront précédés par le bâtonnier national. Et là, c'est la photo dont je vous parlais tout à l'heure, les 9 juges de la Cour constitutionnelle. Ils sont 9, et oui, ils prennent la photo avec le président de la République. Ensuite, le président va aller prendre la photo avec le magistrat du parquet général près la Cour constitutionnelle, Nadine Kaboubi. Botonje pai na yo ndeko Edi Chala topesi bino nyonso mbote bozali kolanda biso bipai na bipai topesi bino mbote ya solo tozwami kati na lopango lonene ya Palais du Peuple wapisika molulu monene mozali kosalema lelo ya bozongeli misala ya bai Cour constitutionnelle tozali bongo na commune ya Lingwala lelo molulu monene mozali kosalema lelo mokolo mwa zomi na mwambe ya sanza ya zomi pe mobu 2025 solo bazuzi utozali kobenga ba au magistrat bazali kofungola bikuke ya kozongela mingi penza mosala mwa bango lelo solo bosiki koyeba ete Cour constitutionnelle ba pema kabongo sanza mibale kobanda sanza ya mwambe to ya août bakopema ka sanza mibale mobimba solo bakozongela ka misala ya bango na sanza ya motoba etozali bongo mingi penza ya octobre solo bazali kusala mingi penza o ezali molulu mwabango awa na kati ya Palais du Peuple pambate ezali oyo esika tozali kobenga bongo siège ya ba institution solo bango misala ya bango tope makita na bango basalaka yango mingi penza na kati ya lopango lonene ezomi mingi kuna na commune ya Gombe bongo tata mokambi ekolo Fils Antoine Tshisekedi lokola azali bongo ndenge bazali kobenga na lopoto magistrat suprême ye penza akozala awa lelo pona kolakisa mingi penza o ezali bokasi tope makoki maye na oyo etali misala ya bazuzi tope misala ya mibeko na kati ya ekolo Congo démocratique bongo molulu mango mokosalema liboso ya président de la République na pe bakambi misala ndenge na ndenge ya ba institution ya ekolo na tina ewana to ye penza pona kolanda boni mosala mwango mokosalema awa tope molulu mango mokosalema na kati ya Palais du Peuple bongo na pesi pe maloba na ndeko Geneviève Kumba po ayebisa bandeko bazali kolanda biso bipai na bipai nini toyeli awa penza lelo Seleka bapanga luzolo bitke awa na Palais du Peuple kisika lukutakano ya nene ina mkina kukutikisa baina ke samsaka batu yeke betena kuvingila samu ntonono na yao ya salama awa na Palais du Peuple ina kena commune Lingwala beno fona zabati bake pemisaka nzutu konso ngonde ya août pe bake vutukilaka na ngonde ya octobre bake salaka ngonde zole ya mvimba samu na kupemisa nzutu pe bakuza vutukila ya baobisal beno fona zabati tout au long de la cérémonie. Beno fona zabati mfumo ya nsi animekuma deja na kati ya lupango ya Palais du Peuple kisika animekuenda na Bilonandi yanike kuzaka tango nyoso kuvwanda na kati ya nkinzi ya ibake salaka ya batukisa msaka ya kisamu yandi nde magistrat suprême tinba kitubilaka ya una luputu yanike landela ka mambo nyonso ina metadila bisalo ya kusambisa beno zimbarave na kati ya Palais du Peuple bisika betokele ba mfumu ya mutindo ke awa baina mekuiza ya vwanda bazuzi ya vwanda baina kisambisaka
mpe kesambelaka batu baunionso bake awa bakena kuvingila nkinzia ya nene inake lutila awa na palais du peuple samuna kuzibula kuvutikisa ya bisalu ya cour constitutionnelle beno fona zabati cour constitutionnelle anikitalaka ba mambo mingi na metadila minsiku ya mutindo na mutindo inake salamaka na inti ya betu inake na kutwalisa inti ya betu na mutindo mosi ya kufuana pe ya mbote yau betuke awa na palais du peuple betuke na kuvingila samuntonono ya mambo nyonso ya banda. Merci Geneviève Kumba, merci à Nadine Kabobi pour ces informations à Lingala et à Kikongo. Nous revenons sur ce qu'est la Cour constitutionnelle exactement. Depuis le démembrement, Guillaume Moudimola, nous avons trois grandes juridictions à ce niveau. Nous avons la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation qui, elle, a fait la rentrée judiciaire mercredi dernier. Ensuite, le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui est un ordre administratif qui se charge des questions administratives et les questions judiciaires du droit commun par la Cour constitutionnelle qui en est la fêtière. Et la Cour constitutionnelle, elle, qu'est-ce qu'elle fait? On dit certains que c'est un ordre sui generis, certains disent que ce n'est pas un ordre en soi, donc c'est un débat d'école. Mais franchement, la Cour constitutionnelle est là et son président est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature. Exactement, Edi Tchala. La Cour constitutionnelle, c'est l'une des plus hautes juridictions du pays, aux côtés du Conseil d'État et de la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle, comme on le dit, qui a été effective depuis 2015, après le démembrement de la Cour suprême de justice. Depuis 2015, la Cour constitutionnelle a déjà connu 3 présidents, Benoît Luamba, Dieudonné Kalouba et Dieudonné Kamuleta qui est là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Après une petite parenthèse ou un intérim du président Funga qui devait organiser des élections après la démission du président Benoît Luamba d'heureuse mémoire. C'est d'ailleurs en son sein, au sein de la Cour constitutionnelle, que provient le président du Conseil supérieur de la magistrature. C'est comme ça que, bon, abusivement, les gens croient que c'est la plus haute juridiction du pays, mais c'est parmi les 3 plus hautes juridictions du pays, au même titre que le Conseil d'État et la Cour de cassation. La Cour constitutionnelle est là pour juger de la constitutionnalité des actes. Et la Cour constitutionnelle est aussi, comme on le sait, c'est comme ça qu'on considère que c'est la plus haute juridiction, c'est là où on ne peut juger que le président et le premier ministre. C'est la juridiction présidentielle, comme on appelle ça. Ça ne peut juger que le président et le premier ministre. Vous voyez sa spécificité et sa sensibilité, et c'est aussi à la Cour constitutionnelle que tous les membres du gouvernement, après avoir été investis, ils doivent dans les 90 jours déposer leur liste civile, leurs avoirs, pour que à la fin de leur mandat, qu'il n'y ait pas de soupçons d'enrichissement sans cause. Edi Tchala. Merci Guillaume Moudimola. Les attributions de la Cour constitutionnelle sont certaines, pour certaines en tout cas, elles sont très explicites. Certaines autres sont tout simplement implicites. Pour les compétences qui sont explicites, il y a la compétence de contrôle de constitutionnalité des actes législatifs. En tout cas, quand une loi est votée à l'Assemblée nationale, on s'assure qu'elle est conforme à la Constitution, et c'est la Cour constitutionnelle qui le fait. Elle est le juge électoral. Vous avez l'habitude de suivre chaque fois que les élections ont lieu, les élections présidentielles, les législatives nationales. C'est à la Cour constitutionnelle qu'il y a contentieux électoral, et c'est là que l'on peut contester une élection d'un député national ou du président de la République. Et notre compétence explicite, c'est que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Un débat, ça n'était suivi après le procès Matata ou pendant le procès Matata. Est-ce qu'on le juge comme Premier ministre, lui qui n'est plus Premier ministre? Quel est son juge naturel? Quel est son juge légal? Donc, il y a eu une jurisprudence et un revirement jurisprudentiel est intervenu. On est donc revenu à cette compétence pour que l'ancien Premier ministre soit jugé par la Cour constitutionnelle. C'est une des compétences explicites. Parce que le fait lui reprocher remontait au temps où il était Premier ministre. Voilà donc une précision de détail, mais la Cour constitutionnelle est aussi
juge de la constitutionnalité des actes réglementaires. Quand un arrêté est pris, une ordonnance est prise par le président de la République, on s'assure qu'il est conforme à la Constitution. Un acte réglementaire, c'est comme cet arrêté qui peut être signé par un ministre ou un autre. Il faudrait que cela soit conforme à la Constitution. Alors, la Cour constitutionnelle est aussi juge des conflits de compétences. La loi confère à la Cour constitutionnelle les compétences de dire si la Cour de cassation ou le Conseil d'État ont compétence de faire telle chose ou de se saisir de tel dossier ou tel autre. En tout cas, c'était la Cour constitutionnelle que cela arrive. Mais il y a aussi des compétences implicites, j'allais dire, donc qui découlent de la fonction de la Cour constitutionnelle. C'est cette fonction de régulation des institutions. Elle est la Cour constitutionnelle, une autorité de régulation des institutions et des activités des pouvoirs publics constitutionnels, et il y a également des compétences résiduelles de la Cour constitutionnelle. C'est pourquoi ces matières sont d'une technicité et d'une complexité qui nécessitent des âmes avisées pour prendre parole et parler de la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas donné à n'importe qui se réveille un matin et parce qu'il a lu, parce qu'il sait lire et penser qu'il peut bien comprendre la complexité qu'il y a autour du fonctionnement ou des compétences de la Cour constitutionnelle, Guillaume. Oui, effectivement, n'importe qui ne peut pas devenir juge à la Cour constitutionnelle. Il faut réunir un certain nombre de critères, pas forcément être toujours juriste, mais savoir bien interpréter les lois, surtout la Constitution, parce que la Constitution a toujours un caractère sociologique d'abord et puis juridique après. C'est comme ça qu'on mélange toutes les compétences pour que la Cour constitutionnelle rende ses arrêts en âme et conscience, et il y a toujours, comme vous le savez, un nombre impair pour que dans le président de la République. Voilà donc, mesdames et messieurs, le président de la République va faire son entrée dans cette salle de congrès pour que commence cette cérémonie, cette audience. Hymne national.
Nous vous prions de vous asseoir. Merci. Voilà donc, mesdames et messieurs, vous avez suivi la... Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organismes internationaux, Messieurs le Premier Président de la Cour des comptes, Honorable Président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de nos hommages réitérés. Dans les minutes qui vont suivre, vous allez assister à l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, exercice 2025-2026. C'est ainsi que, pour le moment, nous sollicitons votre autorisation pour inviter le président de la Cour constitutionnelle à prendre la parole. Monsieur le Président. La Cour constitutionnelle, siégeant en chambre foraine au Palais du Peuple, déclare ouverte son audience publique et solennelle de ce jour. Monsieur le greffier en chef, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle de ce jour. Merci, Monsieur le Président, pour m'avoir accordé la parole. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle, siégeant en chambre foraine au Palais du Peuple, appelle à son audience solennelle et publique de ce mardi 18 octobre 2025 l'affaire ci-après. En cause, un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit de la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle, exercice 2025-2026. Ainsi, je lis, Monsieur le Président, l'extrait de rôle de ces jours. La Cour vous remercie, Monsieur le procureur, Monsieur le greffier en chef, et passe la parole à Monsieur le bâtonnier national pour son allocution. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et Président du Conseil supérieur de la magistrature, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats, Mesdames et Messieurs les avocats, mes chers confrères, Mesdames et Messieurs, en vos qualités et titres respectifs. Le thème sur lequel j'ai l'honneur de vous entretenir ce jour est des plus simples. Il s'agit d'une interrogation, voire d'une interpellation dans l'état actuel de notre législation. Une simple réflexion qui peut faire naître un débat. Et si l'unique audience de la Cour constitutionnelle suffisait à marquer la rentrée judiciaire en République démocratique du Congo? À dire vrai, mes propos pour développer ce thème
participe d'une analyse prospective qui se situe dans le cadre de la philosophie du droit, car il y a des questions concernant le droit auxquelles il est difficile de répondre par la simple analyse du droit en vigueur. Ce sont celles qui font l'objet de la philosophie du droit. À l'instar de la mercuriale prononcée par l'ancien procureur général de la République, M. Léon Kengo Adondo, devant la Cour suprême de justice à sa rentrée judiciaire en 1975, qui avait librement réfléchi sur un thème non le moindre, à savoir vers une société sans prison, sans qu'il n'ait cherché à imposer que notre société soit sans prison. Notre ancien et éminent professeur de droit constitutionnel, Marcel Antoine Liaou, pour ceux qui l'ont connu, nous rappelait qu'il peut être utile que la jurisprudence et la doctrine devancent la législation et lui fournissent des indications quant à l'orientation à suivre, et qu'il était donc à souhaiter que la doctrine trouve, elle aussi, l'occasion de s'exprimer et d'atteindre non seulement les milieux de juristes, mais également tous ceux qui s'intéressent à l'élaboration du droit adapté à notre pays et qui œuvrent dans ce sens. À mon tour, je me livre à un même exercice, sans chercher ni à imposer une seule audience de rentrée judiciaire, ni à renier ou à remettre en cause la réforme intervenue sur les ordres de juridiction. Je relève tout simplement que dans le passé, il ne s'est déroulé dans notre pays qu'une seule audience qui marquait la rentrée judiciaire sans pour autant perdre de sa superbe. Il est vrai qu'en son sein, la Cour suprême de justice de l'époque comptait la section judiciaire, la section administrative, la section de législation, ainsi que toutes les sections réunies. Cependant, l'unique audience de la rentrée judiciaire était plus avantageuse, car la cérémonie s'est passée en une seule fois, et celle-ci demeurait toujours solennelle. Ainsi, je me suis interrogé et demandé pourquoi, dans un seul et même pays, il est organisé tant d'audiences de rentrée judiciaire pour un seul et même objectif, consistant dans la reprise des travaux par les hautes juridictions, sans perdre de vue que le 27 cours d'appel de notre pays, la ville de Kinshasa ayant 2 cours d'appel, organise aussi à leur tour une rentrée judiciaire dans leurs ressorts respectifs, ce qui me paraissait quelque peu excessif. Pourquoi ne pas instituer une unique audience célébrée par une seule haute juridiction pour marquer la rentrée judiciaire? Y a-t-il un inconvénient ou un obstacle majeur de droit quant à ceux et lesquels? Je sais que d'aucuns réagiront en disant que les différentes rentrées judiciaires sont du fait de la loi en fonction de chaque ordre de juridiction, judiciaire, administratif et la Cour constitutionnelle. J'en conviens et je l'admets. Mais la loi, c'est quoi exactement? La loi n'est rien d'autre que ce que nous écrivons nous-mêmes et qui est exprimé par la célèbre citation latine « Lex est code notamus ». La loi est donc ce que nous écrivons. Et si la loi est ce que nous écrivons nous-mêmes, j'admets que le fait de copier ou d'emprunter des dispositions légales en vigueur dans d'autres pays du monde n'est pas en soi une mauvaise chose. Autant le droit comparé n'est pas négligé en tant que méthode comparative appliquée dans le domaine des sciences juridiques qui abolit le mur d'incompréhension. Cependant, savoir adapter ou mieux domestiquer ce qui est copié ailleurs en l'intégrant dans notre milieu et en lui imprimant la spécificité de nos réalités, à la fois sociologiques, économiques, voire politiques, serait l'une des meilleures solutions. Pour tout dire, permettez-moi l'expression savoir tropicaliser les dispositions légales copiées ailleurs. Il est important que nos lois soient désormais conçues véritablement
selon notre droit national et répondent à nos propres besoins. Cela étant, et en tant que praticien du droit, comparer la situation actuelle de la Cour constitutionnelle à celle de la Cour suprême de justice d'autrefois me paraissait être un devoir scientifique. Ainsi, 3 raisons majeures, sans qu'elles ne soient exclusives, peuvent valablement justifier une audience unique au profit de la Cour constitutionnelle. Première raison, la Cour constitutionnelle semble se placer au sommet des autres juridictions du pays, allant même jusqu'à annuler les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État sous certaines conditions. En effet, au terme de l'article 29 de la loi organique relative à la procédure devant la Cour de cassation et de l'article 386 de la loi organique portant organisation, compétences et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, les arrêts de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État ne sont susceptibles d'aucun recours, sous réserve de l'article 161 alinéa 4 de la Constitution. L'alinéa 4 de l'article 161 de la Constitution, qui constitue la réserve émise par les constituants, dispose que la Cour constitutionnelle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et les conseils d'État uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État. Il s'agit donc, selon mon entendement, d'une compétence très limitée, presque liée exclusivement ou strictement en matière d'attribution de litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif. Or, et à titre purement indicatif, par son arrêt R-Const 1933/1941 du 12 mai 2023, la Cour constitutionnelle sous R-Const 1933 a décliné sa compétence. Mais sous R-Const 1941 a plutôt déclaré inconstitutionnel l'arrêt RP 1717 rendu le 15 mars 2023 par la Cour de cassation en matière de cassation du droit répressif et partant a déclaré juridiquement nul et de nul effet le dit arrêt. Par son arrêt R-Const 2259 du 31 mai 2024, la même Cour constitutionnelle a déclaré l'arrêt du Conseil d'État sous REA 421 du 20 mai 2024 contraire à la Constitution et partant nul et de nul effet. Pour déclarer nul l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour constitutionnelle a invoqué la violation flagrante par la Cour de cassation des droits de la défense garantis par la Constitution, motif qui n'a aucun rapport avec l'attribution de litige à une juridiction. Pour déclarer nul l'arrêt du Conseil d'État, la même Cour constitutionnelle a invoqué la violation de l'article 12 de la Constitution, qui assure l'égale protection devant la loi garantie à tout Congolais, motif qui n'a non plus aucun rapport avec l'attribution de litige à une juridiction. Si la Cour constitutionnelle était un avion et sans être pilote, je dirais que la Cour a fait une sortie de piste, car la loi ne peut avoir qu'un sens dans l'intention du législateur. Les autres sens qu'on veut lui attribuer sont nécessairement faux. Ainsi s'exprimait le premier avocat général, Paul Leclerc, dans son discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation belge le 1er octobre 1925. À mon avis, la Cour constitutionnelle a fait une extension des compétences, sinon un véritable glissement dont j'ai du mal à situer le fondement. Comme on peut le constater, la Cour constitutionnelle de notre pays se révèle être une juridiction nationale unique et sédentaire qui se place au sommet de la hiérarchie des autres juridictions et qui censure dans une certaine mesure et sous certaines conditions les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État en ayant l'esprit
que les arrêts de la haute cour militaire sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation en vertu de l'article 159 alinéa 2 de la Constitution. La Cour constitutionnelle exerce donc un pouvoir juridictionnel sur les arrêts des susdites autres juridictions au point de les annuler, ce qui confirme sa suprématie, voire sa supériorité, qui est la marque de sa position, qu'elle se veut verticale, voire en forme pyramidale et nullement horizontale, écartant par là toute possibilité d'égalité de pouvoir juridictionnel et surtout pas concurrentiel avec les autres hautes juridictions. De ce point de vue, la Cour constitutionnelle se présente donc comme une juridiction suprême devant notre pays, de par ses compétences qu'elle invoque principalement en matière d'inconstitutionnalité, sans chercher à savoir s'il est juste, voire légitime ou non, que la Cour constitutionnelle annule les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, comme si les procès devenaient éternels, même après cassation, et que la spécialité des ordres de juridiction ne comptait plus. Pour ma part, il est temps que les litiges soient définitivement clos dès lors que les trois juridictions se sont prononcées dans la sphère de leurs compétences respectives. La question n'est donc pas ici des différentes rentrées judiciaires en considération des ordres de juridiction, mais plutôt de la célébration d'une seule audience de rentrée judiciaire par la Cour qui se présente de manière fonctionnelle comme une juridiction suprême du pays. Tout est donc dans la symbolique de l'unique audience de rentrée judiciaire. Cette première raison paraît à mes yeux essentielle, suffisante et sérieuse pour privilégier dans ce cas et dans ces conditions la seule audience de cette Cour au fin de marquer la rentrée judiciaire dans notre pays, comme ce fut le cas avec la Cour suprême de justice de l'époque. Deuxième raison, le président de la Cour constitutionnelle est le président du Conseil supérieur de la magistrature et a un rang de chef de corps constitué, ce qui fait, une fois de plus, placer la juridiction qu'il dirige au-dessus des autres juridictions. En effet, le président de la Cour constitutionnelle est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature et a rang de chef de corps constitué. Il représente le Conseil supérieur de la magistrature et préside les réunions de l'Assemblée générale. Il dirige le bureau, il préside les instances disciplinaires pour les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire et des magistrats des parquets près ces juridictions. La tentation devient grande de croire que la seule audience de la Cour présidée par celui qui est le chef de corps constitué peut suffire à marquer la rentrée judiciaire dans notre pays, surtout qu'à une telle audience publique, les magistrats de la Cour de cassation, ceux du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire et d'autres juridictions et des parquets y rattachés sont toujours invités et conviés à y participer. Il me paraît donc évident que la présence de tous les hauts magistrats à l'audience de la Cour constitutionnelle, présidée par celui qui est leur chef de corps, marquerait à coup sûr et sans aucun doute leur adhésion à la célébration d'une telle rentrée judiciaire. Et cela est d'autant plus vrai que lors des réunions interinstitutionnelles de notre pays, la justice comme institution est toujours représentée par le président du Conseil supérieur de la magistrature. Dès lors, pourquoi ne pas garder la même unité dans l'unique audience de la seule Cour constitutionnelle pour marquer la rentrée judiciaire dans notre pays, en privilégiant la juridiction dirigée par le chef de corps constitué, ne fût-ce que pour des raisons purement protocolaires. Troisième et dernière raison. Le ministère public est un et indivisible. Ce qui fait que la seule mercuriale prononcée par M. le procureur général après la Cour constitutionnelle peut suffire. Autant, le seul discours de M. le président de la Cour constitutionnelle peut bénéficier du concours des chefs des autres hautes juridictions pour être unique, mais commun à tous
au sein du bureau du Conseil supérieur de la magistrature. En effet, le ministère public est un et indivisible, c'est-à-dire que chaque membre peut représenter indifféremment le ministère public à n'importe quel stade de la procédure et que les actes accomplis par chaque membre d'un parquet engagent le ministère public tout entier. Ainsi, les procureurs généraux près la Cour de cassation et le Conseil d'État, l'auditeur général de FARDC ont la possibilité d'examiner ensemble avec le procureur général près la Cour constitutionnelle les différentes questions de justice qui intéressent l'officier du ministère public pour une mercuriale commune qui soit prononcée par le procureur général près la Cour constitutionnelle. Ce principe d'unité et d'indivisibilité du ministère public est d'ailleurs affirmé à l'article 13 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, dans la mesure où le procureur général près la Cour constitutionnelle est assisté des magistrats nommés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif ayant au moins 15 ans d'expérience sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Il est donc évident qu'il s'agit là du même ministère public à l'audience judiciaire. Il en est de même du discours du président de la Cour constitutionnelle, le premier président de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de la Haute Cour militaire ont aussi la possibilité de contribuer à l'enrichissement d'un tel discours en abordant les différentes questions d'intérêt commun de la justice, surtout que la pensée est une œuvre collective. En d'autres termes, les différentes mercuriales des procureurs généraux peuvent être fondues en une seule, celle du procureur général près de la Cour constitutionnelle. Autant les différents discours des premiers présidents en un seul discours, celui du président de la Cour constitutionnelle. Ainsi, la mercuriale prononcée par le procureur général près la Cour constitutionnelle sera celle de tous les officiers du ministère public et les discours du président de cette Cour sera celui de tous les magistrats du siège, car une rentrée judiciaire ne vise qu'à marquer la reprise normale des activités par une juridiction. Et d'ailleurs, la Haute Cour militaire n'organise pas de cérémonie de rentrée judiciaire au cours de laquelle l'auditeur général de FARDC prononce une mercuriale et le premier président un discours. Et pourtant, il participe toujours aux différentes rentrées judiciaires des autres hautes juridictions. On peut donc participer à une rentrée judiciaire sans pour autant prononcer des mercuriales ou des discours. Après avoir avancé ces trois raisons, sans qu'elles soient exclusives, je suis parfaitement conscient, et croyez-moi, que tout ce qui est dit et développé ci-dessus n'est qu'une vue, peut-être d'esprit, d'une simple opinion, mais qui peut modestement contribuer à l'épanouissement de la pensée juridique et peut-être même un jour inspirer des réformes législatives qui répondront sans doute mieux aux nécessités de notre société d'aujourd'hui. Il reste donc bien entendu qu'à ces jours, la lex lata, c'est-à-dire la loi qui est en vigueur en ce moment, demeure celle qui prévoit l'audience de rentrée judiciaire pour chaque haute juridiction concernée, en espérant que la Cour constitutionnelle garde sa spécialité sans s'occuper des matières relevant de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, car, à mon humble avis, l'autorité de la Cour constitutionnelle devrait être limitée au seul champ du contrôle des constitutionnalités, des actes législatifs ou réglementaires, sans chercher à devenir un autre législateur au point de sortir de son cadre de juge constitutionnel pour embrasser toutes les affaires judiciaires. Avant de clore mon propos, permettez-moi de dire qu'en prenant de loi, combien il est important de consulter les experts des différentes disciplines confondues, dont les politologues, les sociologues, les historiens, les criminologues et surtout les philosophes, pour ne citer que cela, afin de mieux justifier, par une réflexion fondamentale et approfondie, le bien fondé
et la pertinence d'une disposition légale. Autant, je pense également qu'il est important de faire contribuer l'expertise de nos propres universités pour des avis éclairés et d'éviter d'être toujours tournés vers l'extérieur comme si nos universités ne valaient pas la peine. J'estime pour ma part que la problématique soulevée ces jours peut mériter un débat en toute liberté et en toute indépendance, en tout état des causes. Nous devons apprendre à améliorer la rédaction de nos propres lois, car dans un état de droit, pour reprendre la belle expression de la Cour européenne des droits de l'homme, la qualité de la justice est liée aussi, et peut-être même d'abord, à la qualité de la loi elle-même. Une loi accessible, précise et prévisible. Le débat reste donc ouvert. Pour toutes ces raisons et considérations, je plaide pour un débat sur l'audience unique afin de marquer la rentrée judiciaire en République démocratique du Congo, mais aussi pour la reprise des travaux par cette Cour jeudi. Et je vous remercie. La Cour vous remercie, Monsieur le bâtonnier national, et vous donne acte de votre prestation. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre mécuriel. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Tous les magistrats du parquet général près la Cour constitutionnelle, les agents de l'ordre judiciaire y affectés, le personnel des cabinets et moi-même, vous saluons très respectueusement et vous exprimons toute notre gratitude pour l'insigne honneur que vous nous faites d'héroser de votre présence remarquable la cérémonie solennelle de rentrée de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2025-2026. Votre haute présence, Excellence, témoigne de votre sens républicain et votre profond attachement à l'idéal de l'état de droit, à l'indépendance du pouvoir judiciaire et au respect des libertés fondamentales. À titre strictement personnel, je saisis cette occasion, Excellence, pour vous réitérer toute ma gratitude pour avoir daigné me confier la direction du parquet général près la Cour constitutionnelle. Au-delà de la satisfaction que procure cette promotion, j'y lie un appel que vous me faites à plus de responsabilités, à plus de hauteur pour être digne de siéger avec ceux qui, sous d'autres cieux, sont appelés les sages de la République. Les port de la robe de couleur bleue, la couleur bleue exprimant la tempérance, la modération et la sagesse, nous invite à l'excellence. Honorable président de l'Assemblée nationale ici représenté, honorable président du Sénat ici représenté, Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame, Messieurs les membres du Bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, Monsieur le Président du Conseil économique et social, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Procureur général près la Cour des comptes, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, honorables députés et sénateurs, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, distingués invités, tout protocole respecté. Je salue votre présence et vous remercie d'avoir daigné abandonner provisoirement vos charges pour être présent à l'audience solennelle de ce jour. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, l'origine des audiences des rentrées judiciaires remonte au XVIe siècle. La rentrée judiciaire marque la fin des vacances judiciaires ainsi que la reprise des activités des cours et tribunaux.
Au-delà de son aspect quelque peu folklorique, l'audience solennelle de rentrée judiciaire, à travers son cérémonial, son décor et la tenue des acteurs, est l'un des symboles du prestige de l'institution justice, qui dans toutes les cultures est un attribut de la divinité. Ces acteurs, c'est-à-dire les acteurs de la justice, exercent ce pouvoir par délégation divine. L'article 100 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle consacre une ancienne coutume des palais et dispose en son 3e alinéa: le président de la Cour constitutionnelle prononce un discours commentant un sujet lié aux activités de la Cour et le procureur général y prononce une mercuriale. Pour qui s'intéresse à l'histoire du droit, la mercuriale remonte aux assemblées du Parlement de l'Ancien Régime en France, où le premier avocat général ou le procureur général prononçait un discours de rentrée tous les mercredis, jour du roi Mercure, d'où le nom mercurial. Ces discours prononcés chaque mercredi avaient pour finalité dénoncer les fautes commises par les magistrats, proposer des réformes et promouvoir la discipline au sein de la magistrature. Ce sens des discours de chaque mercredi semble être perdu avec le temps pour désigner aujourd'hui les discours de rentrée du chef de parquet. Le parquet général près la Cour constitutionnelle que je dirige a la particularité d'être un parquet dont l'activité répressive semble être l'exception et qui n'a pas d'office inférieur sur lequel il exerce un pouvoir de direction et d'encadrement. Son activité principale consiste donc à assister aux audiences de la Cour constitutionnelle et donner des avis dans les dossiers de sa compétence. C'est pourquoi j'ai choisi de porter ma réflexion sur un sujet lié à l'activité de la Cour, à savoir la problématique du contrôle de constitutionnalité des décisions juridictionnelles par la Cour constitutionnelle. Cette question soulève une problématique. L'historien grec Thucydide disait déjà pendant l'Antiquité que toute institution cherche à étendre ses compétences et à développer son pouvoir. La tendance à étendre ses compétences est l'une des caractéristiques des juridictions constitutionnelles. Tenez, déjà en 2007 et 2009, la Cour suprême de justice, siégeant comme juridiction constitutionnelle, avait élargi sa compétence en matière de contrôle de constitutionnalité en y incluant des actes d'assemblée qui ne sont pas repris à l'article 160 de la Constitution du 18 février 2006. C'était dans ces arrêts R-Cons 512, R-Cons 062 et R-Cons 078, respectivement du 31 juillet 2007, 26 décembre 2007 et 4 mai 2009. La Cour à l'époque et la Cour constitutionnelle aujourd'hui avaient justifié cette extension des compétences en évoquant le concept pouvoir régulateur du juge constitutionnel, pouvoir par lequel celui-ci intervient pour organiser, corriger, stabiliser le fondement des pouvoirs publics, prévenir les blocages institutionnels, arbitrer les conflits de compétences et garantir le respect des principes constitutionnels. Si le pouvoir régulateur de la Cour constitutionnelle ou du juge constitutionnel peut justifier l'extension de sa compétence à certains actes de caractère politique et s'étendre au fonctionnement des institutions politiques pour assurer leur fonctionnement harmonieux, le pouvoir régulateur ne peut à lui seul justifier cette extension lorsqu'il s'agit des actes
juridictionnelle devenue irrévocable et qui constitue donc la vérité judiciaire. Quel est donc le fondement de l'extension de cette compétence? S'agit-il d'une nouvelle voie de recours d'origine prétorienne? Nous aborderons cette question sous deux points. D'abord, en droit congolais. En droit congolais, les arrêts sous R-Cons 1800 du 27 février 2022, R-Cons 1830 du 18 novembre 2022 et R-Cons 2347 du 21 mars 2025 peuvent à juste titre être considérés comme des arrêts de principe. Dans les trois cas, les requêtes en inconstitutionnalité visaient des décisions de justice devenues irrévocables rendues par le Conseil d'État et le tribunal de commerce de Gombe, lesquelles ne sont pas reprises dans l'énumération des articles 160 de la Constitution et 43 de la loi organique numéro 21026 du 15 octobre 2023 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. En principe, la Cour aurait dû se déclarer incompétente. Toutefois, se fondant sur l'idéal de l'état de droit, tiré de l'article 1er de la Constitution, de la nécessité de protéger les droits individuels, la Cour s'est déclarée compétente. Elle réaffirme sa compétence à connaître des requêtes en inconstitutionnalité dirigées contre les décisions de justice sous la double condition, d'abord de l'atteinte à un droit auquel la Constitution accorde une protection fondamentale et l'absence de tout recours pour réparer cette atteinte. Dans certaines de ces motivations, la Cour fait appel à la jurisprudence et à la législation étrangère. Notons que ces deux conditions, à savoir l'atteinte à un droit fondamental et l'absence de recours organisé, lorsqu'elles sont réunies, amènent la Cour à déclarer la décision attaquée contre la Constitution, constate son inexistence et la dit nulle et de nul effet. La Cour n'applique pas la règle de renvoi propre au juge constitutionnel allemand. Qu'en est-il en droit étranger? Deux systèmes juridiques retiennent notre attention, à savoir le système juridique allemand et le système juridique espagnol. En droit allemand, le législateur de 1951 a prévu les recours individuels contre une décision de justice pour violation d'un droit fondamental. Cet article, l'article 93 alinéa 4 de cette loi dispose: tout citoyen peut saisir la Cour s'il estime qu'une décision judiciaire viole ses droits fondamentaux garantis par la Constitution. L'exercice de ces recours est soumis à trois conditions cumulatives, à savoir l'épuisement préalable de toutes les voies de recours. Les recours doivent être formés dans les mois qui suivent la notification du jugement. Et enfin, le requérant doit faire valoir qu'il est lésé par les jugements dans l'un de ses droits fondamentaux d'une façon contraire à la Constitution. Lorsque la Cour constitutionnelle allemande constate la violation d'un droit fondamental, elle annule totalement, partiellement la décision judiciaire et ordonne les renvois de l'affaire devant la juridiction compétente pour être jugée. En Espagne, l'article 44 de la loi portant organisation du tribunal constitutionnel prévoit une procédure dite d'empare constitutionnel. Cette disposition, l'article 44 de cette loi, prévoit que les violations des droits et libertés susceptibles d'empare constitutionnel qui trouvent leur origine immédiate et directe dans l'acte ou une abstention d'un organe juridictionnel pourront donner
naissance à ces recours dès lors que les conditions sont remplies. Il s'agit, comme première condition, l'inexistence d'une voie de recours légalement prévue, la violation d'un droit fondamental ou d'une liberté imputable à une action ou à une omission d'une autorité juridictionnelle. Enfin, il doit s'agir d'une atteinte à un droit constitutionnel aussitôt que possible et connu. En Espagne comme en Allemagne, les législateurs restreignent l'exercice de ces recours en un délai de 30 jours. Il faut noter que les systèmes allemands et espagnols ne sont pas les seuls à organiser ces recours de contrôle de constitutionnalité des décisions de justice. En Angola, ce contrôle est prévu par la Constitution de 2007 et la loi du 17 juin 2008. Au Bénin, qui semble avoir inspiré notre cour constitutionnelle, c'est de sa propre initiative que, rompant avec sa jurisprudence antérieure et dévançant plusieurs années une révision constitutionnelle, la Cour constitutionnelle béninoise s'est autorisée de contrôler la constitutionnalité des décisions de juridiction ordinaire lorsqu'elles violent les droits fondamentaux. Ce contrôle de constitutionnalité des actes des autorités juridictionnelles a pour mérite de réaffirmer la primauté des normes constitutionnelles et la suprématie de la justice constitutionnelle, gardienne de la Constitution et protectrice des droits et libertés fondamentaux. Il ne s'agit pas d'une voie de recours à proprement parler, d'autant plus que dans son action, le juge constitutionnel se limite seulement à rechercher dans la décision déférée devant lui les atteintes aux droits fondamentaux contenus dans cette décision. Ce contrôle est en réalité un instrument spécifique de protection de l'ordre constitutionnel et des droits fondamentaux. Il faut proposer des legi ferenda que notre législateur formalise ces recours aujourd'hui d'essence prétorienne en limitant son exercice dans les temps. Il y va de la sécurité juridique. Au nom du président de la République, chef de l'État magistrat suprême, je requiers qu'il plaise à la Cour de déclarer que les réponses se travaux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur général, honorés collègues. Je bénis le Seigneur. Avant de donner mon propos, c'est comme si on s'était concerté avec les deux prédécesseurs sur le thème que je vais développer. Je comprends que le bâtonnier national s'est fait le défenseur des discussions, des doutes, des questionnements, et le procureur général l'a fixé de façon un peu rigoureuse. La position prise par la Cour constitutionnelle. Ce que je ferai maintenant, c'est expliquer pourquoi. L'action du juge constitutionnel est totalement différente de l'action du juge judiciaire. Et c'est en cela que nous allons comprendre que le législateur en donnant trois ordres différents. Parce qu'avant, s'il y avait une seule rentrée judiciaire, c'est tout simplement parce que la Cour suprême de justice chapeautait l'architecture judiciaire du pays. Aujourd'hui, nous avons trois ordres différents. Il y a l'ordre judiciaire, avec à sa tête la Cour de cassation, l'ordre administratif, avec à sa tête le Conseil d'État, et l'ordre constitutionnel,
qui n'est composé que de la Cour constitutionnelle, ce qui fait que même l'unicité du ministère public ne vaut entre les deux ordres. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, n'est pas en unicité avec le procureur général près la Cour de cassation. L'unicité du ministère public se conçoit désormais dans chaque ordre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représenté, Honorable Président du Sénat ici représenté, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame et Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature et honorés collègues, honorables députés nationaux et sénateurs, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les juges à la Cour constitutionnelle, chers collègues, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et les représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les magistrats civils et militaires, Monsieur le bâtonnier national, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Monsieur le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mesdames et Messieurs les avocats, Mesdames et Messieurs les membres des cabinets de juges de la Cour constitutionnelle, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Il est de tradition qu'à la rentrée judiciaire des hautes juridictions se tienne une audience solennelle au cours de laquelle le président de la juridiction prononce un discours consacré au développement d'un thème en rapport avec les activités de son institution. En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, cette coutume est codifiée au travers de l'article 100, alinéa 3 de son règlement intérieur. Aussi, me sera-t-il permis, avant toute chose, au nom de cette haute juridiction, de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, d'avoir accepté de rehausser de sa présence la cérémonie de ce jour, signe de sa volonté soutenue pour l'établissement d'un état de droit et surtout du bon fonctionnement du pouvoir judiciaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, à l'occasion de l'audience solennelle et publique de ce jour, j'ai choisi d'articuler mon propos sur le thème de la fonction de régulation de la Cour constitutionnelle. Certes, il n'est pas aisé de proposer une définition à la fois claire et précise du concept de régulation, tant il est unanimement reconnu qu'il s'agit d'une notion complexe et difficile à cerner. Néanmoins, selon Gérard Cornu, dans son vocabulaire juridique, la régulation désigne l'opération d'équilibrage d'un ensemble mouvant d'initiatives naturellement désordonnées par des interventions normalisatrices. Appréhendée dans le cadre de l'activité d'une juridiction constitutionnelle, la régulation tend à assurer un fonctionnement correct des institutions et de l'activité de pouvoir public, ainsi qu'à discipliner les acteurs publics. Son aspect important est de maintenir l'état de droit et de garantir la protection des valeurs démocratiques. C'est dans cette optique que la Cour constitutionnelle veille à ce que chaque branche du pouvoir, exécutive, législative et judiciaire, respecte les compétences qui lui sont attribuées par la Constitution, en prévenant bien entendu les abus du pouvoir. Une question se pose et s'impose cependant. Est-ce que la régulation outrepasse les compétences d'attribution de la Cour constitutionnelle? En cela, mon propos rencontre les craintes du bâtonnier national. La réponse à cette question ne saurait se résumer par un oui ou un non, comme il est généralement admis dans les sciences exactes.
Dans les sciences sociales, dont relève la science juridique, le débat est la vertu des réponses éclairées et éprouvées. Le débat sur la régulation est ainsi ouvert et la Cour constitutionnelle se retrouve à l'épicentre de ces courses doctrinales. Ses compétences et les modalités de leur exercice suscitent des interrogations. Les juges se trouvent tiraillés entre l'approche minimaliste et l'approche maximaliste de son office. Dans l'une ou l'autre approche, la Cour constitutionnelle reste la cible des tirs croisés des interrogations citoyennes, avec raison quelquefois. Pour certains, le juge constitutionnel ne devrait pas outrepasser ses compétences textuelles en raison de son auto-limitation et, pour d'autres, il en fait trop en raison de son auto-habilitation par l'affirmation des compétences implicites, des principes non écrits et de l'usage excessif du pouvoir régulateur. En effet, l'agencement des compétences telles que les contentieux de constitutionnalité des normes, les contentieux relatifs aux conflits d'attribution, notamment entre l'exécutif et le législatif, l'État et les provinces, les juridictions judiciaires et administratives, constituent les critères faisant de la régulation une fonction sous-jacente des compétences de la Cour constitutionnelle. Il convient de rappeler à cette occasion que la Cour constitutionnelle n'a pas vocation ni ambition de revendiquer le statut d'acteur qui s'immisce dans le fonctionnement des institutions publiques. En réalité, la juridiction constitutionnelle en République démocratique du Congo est née en 1960 avec l'idée même de la régulation constitutionnelle des pouvoirs publics. Mais avec la transformation de l'environnement politique, l'institution du monisme juridictionnel, couplée au tarissement des intentions démocratiques sous les partis États, son installation a été étouffée, entraînant par conséquent celle de la justice constitutionnelle. Fort de cette dernière expérience, le constituant du 18 février 2006 a opté pour un retour à l'idée originelle de 1960, c'est-à-dire la reconduction de la Cour constitutionnelle. Notons que si dans certains pays, plutôt que d'être expressément organisée par la Constitution, la régulation est déduite de l'idée que le juge se fait de ses compétences constitutionnelles et du rôle qu'il est appelé à jouer dans la consolidation de l'état de droit et du respect de la Constitution, à l'instar de la République démocratique du Congo. Dans d'autres, par contre, les textes constitutionnels font de leur juridiction constitutionnelle, dans une formulation presque identique, l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public. C'est le cas notamment du Bénin, du Togo, du Gabon et j'en passe. De ce qui précède, devrions-nous affirmer que notre Cour constitutionnelle coule dans un activisme judiciaire immodéré ou se caractérise par une avancée juridique qui, au fil des ans, prend une proportion évidente? Pour s'en apercevoir, il sera question dans cet exposé d'analyser d'abord le fondement du rôle des régulations en tant que fonction inhérente aux juridictions constitutionnelles et ensuite d'examiner l'exercice par la Cour de la fonction de régulation considérée comme lubrifiant institutionnel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, point 1 de la régulation, fonction intrinsèque de la Cour constitutionnelle. En ce qui concerne la régulation comme fonction intrinsèque de la Cour constitutionnelle, notons que la constitution d'un État est, selon l'expression de Jean Dabin, le principe générateur, régulateur et animateur de tous les systèmes étatiques. Appelés à la protéger, à l'interpréter et à l'appliquer, les juges constitutionnels agissent donc naturellement à l'aune de ce principe régulateur du système politique pour pouvoir faire échec à une situation de paralysie imminente ou réelle d'une ou de plusieurs institutions de la République. Autrement dit, il s'emploie à débloquer la paralysie du système, du fonctionnement de certaines institutions, en évitant par exemple un vide institutionnel ou en
éviter les blocages du processus électoral. Il peut même sanctionner le comportement d'un acteur public considéré comme contraire à la Constitution et à enjoindre l'acteur en question à adopter un nouveau comportement conforme à la Constitution. Il s'ensuit donc que la fonction de la régulation est fondamentalement rattachée à l'action de toute cour constitutionnelle, car elle permet à cette dernière d'assurer l'équilibre entre les intérêts légaux ou légitimes par un arbitrage neutre, et ce, afin de garantir l'équilibre de pouvoir, le respect de la répartition constitutionnelle, des prérogatives entre les différents organes de l'État et, de surcroît, le fonctionnement régulé des différents pouvoirs et institutions de l'État. Dans cet ordre, la Cour constitutionnelle, à l'instar d'une orbite, maintient la stabilité gravitationnelle de toutes les institutions de la République autour du principe générateur, régulateur et animateur de tous les systèmes étatiques qu'est la Constitution. Elle a donc pour fin de maintenir en état et sans collision les systèmes institutionnels. Relativement à l'état de droit, faisons observer que la volonté du constituant, exprimée à l'article 1er de la Constitution, je cite, « La République démocratique du Congo est un état de droit ». Fin de citation. Traduit en un point endouté, l'idée de l'exclusion des situations qui bloquent la réalisation de cet idéal en République démocratique du Congo. C'est ainsi, lorsque le droit est silencieux, mal appliqué, mal compris, mal interprété, il revient au juge de donner le sens, de préciser l'exact contenu d'une disposition ou carrément d'en déterminer la portée et les implications pour s'inscrire dans cet idéal de l'état de droit. Pour pouvoir mieux comprendre et expliquer l'exercice de cette fonction, il faut noter qu'au stade méthodologique, les raisonnements de la Cour constitutionnelle relèvent du conséquentialisme qui consiste en effet à justifier la solution ou l'interprétation d'un texte par les conséquences qu'impliquerait une solution contraire. À l'occasion du règlement d'un conflit interorganique, par exemple, les juges se trouvera dans l'obligation de peser l'équilibre du système, de trancher entre le nécessaire et le vital, de décider en présence de faits réels, loin de toute vision théorique. Il se dégage que la régulation entretient des liens inextricables avec l'interprétation qu'elle est présente dans le contrôle des normes lors d'un conflit d'attribution et aussi lors du règlement des conflits de compétences. Point A. Dans le cadre de l'interprétation et des contrôles des normes lors d'un conflit d'attribution, l'interprétation est au cœur de la fonction du juge. Il n'est autre chose qu'une opération intellectuelle inhérente à la fonction du jugement, un instrument obligé, nécessaire à l'exercice de la justice constitutionnelle. Pour y parvenir, les juges se réfèrent à deux outils d'interprétation qu'il ne faut pas confondre avec les méthodes d'interprétation. Ces outils d'interprétation sont l'interprétation comme acte de connaissance et l'interprétation comme acte de volonté. Si, par acte de connaissance, les juges constitutionnels constatent la signification d'un texte, car le sens y est déjà présent, par acte de volonté, le sens de l'énoncé n'est pas contenu dans le texte, ou du moins, le sens de l'énoncé échappe à la situation en présence. Les constituants n'ayant pas prévu une catégorie juridique similaire, il appartient au juge de découvrir le sens in specie casu, c'est-à-dire dans le cas concret qui se présente devant lui. Ainsi fut le cas de l'arrêt RCA 001, dans lequel le requérant, contestant l'ordonnance du Conseil d'État, saisit la Cour constitutionnelle aux fins de règlement de conflit d'attribution juridictionnelle du juge entre une juridiction de l'ordre administratif, le Conseil d'État, et une juridiction de l'ordre judiciaire, le tribunal de grande instance. Examinant sa compétence, la Cour avait relevé qu'elle connaît en principe des recours contre les arrêts du
Conseil d'État et de la Cour de cassation en matière de conflit de compétences. Toutefois, dans la poursuite de l'idéal de l'État de droit et de la protection des droits fondamentaux et libertés publiques découlant des articles 1er, 149 et 150 de la Constitution, elle note que l'expression « arrêt » infère à toute décision rendue par ces deux hautes juridictions tranchant la compétence matérielle et de nature à affecter la situation des parties. Comme on peut le voir, la régulation est au cœur de l'exercice de l'interprétation. Autrement dit, il peut s'agir pour les juges de choisir entre des lignes de lecture, entre ce que l'on voit, mais incompréhensible, et ce qui ne se laisse pas voir, mais compréhensible. Une autre question sous-jacente dans cette cause fut la présence du tribunal de grande instance en lieu et place du syntagme normatif Cour de cassation. À ce propos, la Cour constitutionnelle procède par la judiciarisation du cas inédit. En effet, considérant d'une part qu'aucune autre juridiction en cas d'espèce n'aurait pu régler le différend, chaque partie ayant précédemment eu gain de cause, respectivement devant le juge administratif pour la demanderesse et devant le juge judiciaire pour les requérants, la Cour a subsumé les cas uniques. D'autre part, renvoyer les parties pour incompétence de la juridiction n'aurait été qu'un retour à la case départ ou mieux, un déni de justice. C'est cette compréhension qui prévaut dans la régulation, puisque le blocage des pouvoirs publics agit de manière à paralyser le fonctionnement des institutions. Dans pareille hypothèse, la Cour constitutionnelle vaut bien plus que régulateur des institutions et pouvoirs publics. Il est considéré comme garant de l'ensemble de l'ordre juridique, de l'équilibre constitutionnel et même gardien du droit fondamentaux. B. Dans le cadre du règlement des conflits de compétences. Une part importante de l'activité du juge constitutionnel consiste à résoudre des conflits essentiels à l'existence même de l'État. Tel est le cas des conflits susceptibles de naître entre l'État central et les provinces. Comme on le sait, la forme régionalisée de l'État congolais actuel étant issue d'un compromis politique entre les tenants de l'État fédéral et ceux de l'État unitaire. Dès lors, la Cour est appelée à veiller à ce que ce consensus coulé dans le pacte social demeure en vue de préserver l'équilibre et la stabilité des institutions. Ce consensus se traduit pour l'État central par le principe de l'indivisibilité de la République et pour la province par le principe de la libre administration des provinces. Point 2, cas jurisprudentiel de la lubrification institutionnelle. La jurisprudence développée par la Cour a été provoquée par plusieurs situations, entre autres les silences de la Constitution, le risque de dépassement d'un délai de rigueur imposé par la Constitution et par la loi, soit la nécessité de la continuité de l'État. Petit a. Le silence de la loi, c'est-à-dire le silence sur un point de la vie sociale, laissant libre cours à diverses interprétations. Ce silence se traduit par un vide constitutionnel tellement évident qu'il s'est avéré nécessaire de faire intervenir le juge constitutionnel. Parce que dans la vie sociale, il arrive des situations qui ne trouvent pas malheureusement leur assise ou répondant dans notre Constitution. Et c'est dans ce cas-là que le juge constitutionnel doit interpréter, doit intervenir pour éviter l'immobilisme. Sous les heures const 1438 du 15 décembre 2020, agissant par le président du bureau d'âge, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle pour solliciter d'elle la prorogation de son mandat et son habilitation à poser des actes de gestion courante pendant cette période.
Rappelons que le mandat du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, arrivant à terme à la fin de la session ordinaire de décembre 2020, et ne pouvait être prorogé. Précédemment, le bureau définitif fut l'objet de destitution par pétition. Celle-ci s'examinant individuellement, restait en examen la pétition dirigée contre les questeurs. En effet, conformément au droit parlementaire congolais, le régime juridique du bureau provisoire est prévu par la Constitution aux articles 114 et 116, complétés utilement par le règlement intérieur de la Chambre. Ainsi, les missions et compétences du bureau provisoire ne peuvent excéder celles prévues à l'ordre du jour. Il dispose en réalité d'une compétence liée, ne pouvant permettre ni de proposer une question nouvelle à l'Assemblée plénière en vue de l'inscrire à l'ordre du jour, ni de proroger ou convoquer une nouvelle session, et encore moins gérer les affaires courantes de la Chambre. Or, le bureau d'âge est arrivé ou était arrivé en fin session sans épuiser l'ordre du jour. Que devait-il faire? Comme souligné précédemment, la survenance des situations exceptionnelles échappant aux constituants ou aux législateurs ne saurait échapper aussi aux juges. Si les constituants ou les législateurs ne les a pas vus venir, les juges, lui, les voient naître et grandir, d'où il doit y apporter solution. Il doit ainsi assurer sa responsabilité de veiller au bon fonctionnement du pouvoir public. Ainsi, la Cour constitutionnelle devait intervenir dans les cas d'espèce pour éviter à l'État la paralysie de l'ensemble du pouvoir public en prorogeant les missions du bureau provisoire jusqu'à l'épuisement du vote relatif à l'examen de la pétition ainsi que la nécessité d'accorder au bureau provisoire les compétences de gestion des affaires courantes, étant entendu que l'Assemblée nationale installée depuis plus d'une année avait contracté des engagements statutaires tant vis-à-vis des députés nationaux, du personnel administratif que de tiers. Tous, nous nous rappelons de cette situation. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas usé de son pouvoir régulateur, les institutions seraient bloquées. Or, c'est ce mécanisme qui a fait en sorte que le droit congolais puisse enrichir d'autres droits, parce que nous avons vu qu'il est possible désormais qu'au cours d'une même législature, la majorité parlementaire puisse varier et changer. Aujourd'hui, si nous avons les institutions, nous avons l'Assemblée nationale, c'est parce qu'en ce temps-là, en 2020, la Cour constitutionnelle, avec courage et nationalisme, avait fait usage de son pouvoir régulateur et il est sorti de toutes les doctrines en se basant sur les cas concrets et non sur les théories. Sous les R-Const 262, sous cet arrêt du 11 mai 2016, il était soumis au juge constitutionnel, une situation qui laissait paraître un vide de la Constitution qu'il était censé combler par son interprétation. Il s'agissait de savoir si l'article 70 de la Constitution permettait au président de la République de rester en fonction après la fin de son mandat si les élections n'étaient pas organisées. Prenant en compte les silences de la Constitution constatés au regard des faits soumis à son appréciation, le juge a décidé d'apporter définitivement une solution tendant à résoudre ce problème en indiquant que tant qu'il n'y avait pas élection, le mandat du président de la République continuait pour éviter le vide institutionnel. Petit b. Le risque de dépassement d'un délai de rigueur imposé par la Constitution et par la loi. Sous R-Const 37/TSR. Dans cette cause, la commission électorale indépendante venait d'organiser le premier tour du scrutin présidentiel, mais butée à un cas de force majeure, elle a fait savoir à la Cour qu'elle était dans l'impossibilité d'organiser le second tour dans les délais de 15 jours,
tel que prévu par l'article 71 de la Constitution, d'où sa demande de prorogation de délai. Dans sa requête, elle a rappelé qu'aucune disposition de la Constitution n'avait prévu des mesures à prendre en cas de force majeure qui l'obligerait à proroger les délais d'organisation du scrutin là où les constituants les avaient formellement fixés. Réagissant, la Cour accéda favorablement à la demande, jouant ainsi son rôle naturel de régulateur de l'activité de pouvoir public et la machine étatique pouvait continuer à bien fonctionner. Petit 2, sous R-Const 1640 du 8 octobre 2021, agissant par son président, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle en date du 17 août 2021 aux fins de l'interprétation de l'article 211 de la Constitution, des articles 12 et 53 bis de la loi organique relative à l'organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CNI. Outre cette demande, elle sollicita d'être relevée de la déchéance encourue du fait de la force majeure empêchant l'installation des organes de la CENI par elle dans les délais impartis par la loi. En effet, l'Assemblée nationale demanda à la Cour constitutionnelle de faire constater les contraintes l'empêchant d'entériner dans le délai les membres de la CENI à désigner par différentes composantes, ainsi que son relèvement de la déchéance en lui accordant la possibilité de poursuivre le processus de désignation en cours au-delà du délai fixé par la loi et ce, en statuant dans ce cas en vertu de son pouvoir de régulateur de l'activité de pouvoir public. Force fut de constater que le délai si haut évoqué n'avait pas pu être respecté, du moins suivant l'interprétation de l'Assemblée nationale, buté à un obstacle de force majeure, l'empêchant dès lors de poursuivre le processus d'entérinement des animateurs de la CENI. Cette dernière s'étant trouvée au point mort, elle avait craint que la continuation du processus dans ces circonstances entache la régularité du processus en rendant celui-ci annulable sur le plan du droit et sujet à des critiques acerbes au plan politique. L'intervention de la Cour constitutionnelle s'interprète dans pareilles circonstances comme bouée de sauvetage pour la République, par le fait que l'inactivité de l'Assemblée nationale aurait eu pour conséquence la non-tenue des élections dans le délai, entraînant une autre conséquence fâcheuse, celle de la remise en question de la légitimité de toutes les autres institutions de la République à dimension électorale. Point C. La nécessité de la continuité de l'État. Sous R-Const 55/TSR du 27 août 2017, sur requête de la Commission électorale indépendante, CEI en cycle, la Cour suprême de justice était sollicitée pour se prononcer sur la validité de l'existence de cette institution. En effet, la Constitution de la transition du 4 avril 2003 prévoyait l'existence de quelques institutions d'appui à la démocratie, dont la Commission électorale indépendante, qui devait être dissoute de plein droit après l'adoption de son rapport général sur les dernières élections, et ce, conformément à l'article 39 de cette Constitution. Dans l'entretemps, non seulement que ces élections générales n'ont pas eu lieu durant la période de transition, mais aussi il y a eu l'avènement de la Constitution du 18 février 2006 qui, en son article 222, a disposé que les institutions d'appui à la démocratie sont dissoutes de plein droit. L'article 211 de la nouvelle Constitution prévoyait l'existence de la Commission électorale nationale indépendante qui devait succéder à la Commission électorale indépendante, CEI, mais n'avait indiqué aucun mécanisme transitoire de gestion du processus électoral en attendant l'installation effective de la CENI. C'est face à ce véritable problème juridique que le président de la CEI a sollicité l'intervention du juge constitutionnel.
À ce propos, le juge constitutionnel a, de bon droit, prorogé le mandat de la CEI. Il a justifié son intervention en s'inspirant de l'esprit du constituant d'appliquer à la CEI le principe de la continuité et de la régularité des services publics jusqu'à ce que la CENI soit devenue effective. La même justification a été utilisée dans la décision du 31 janvier 2006 sous R-Const 59/TSR. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression de mes hommages renouvelés, Mesdames et Messieurs, en définitive, s'il n'est encore besoin de le rappeler, l'invocation de la régulation permet de trouver une réponse à la hauteur de l'attente afin que le pays ne sombre pas dans le chaos du fait de l'inachèvement d'un processus dans le fonctionnement des institutions et des pouvoirs publics. Dès lors, l'invocation de la nécessité de la continuité de ce dernier est l'essence même de la fonction de régulation. L'inaction du juge constitutionnel précipiterait la défaillance de toutes les autres institutions qui s'accompagnera inéluctablement des conséquences imprévisibles sur la stabilité politique du pays et le salut de l'État. La vertu de la régulation s'apparente à une forme de sagesse qui consiste précisément à bien juger les affaires humaines dont les particularités ne se laissent pas appréhender par la règle juridique, toujours générale ou omise par les constituants. Il appartient dès lors au législateur de tenir compte des différentes évolutions jurisprudentielles de la Cour constitutionnelle dans son activité législative afin de corriger les carences relevées et ainsi adapter notre Constitution à l'évolution sociale, politique et institutionnelle concrète. Et ce faisant, la paix sociale et institutionnelle sera garantie et sécurisée. C'est sur ce propos d'espoir que nous invitons et implorons le législateur à ne pas négliger l'acte de codification afin que notre arsenal juridique et législatif soit ramené à la dimension actuelle. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le pouvoir judiciaire, que vive la Cour constitutionnelle. Je déclare ouverte l'année judiciaire de la Cour constitutionnelle pour l'exercice 2025-2026. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kambouleta Badibanga, a donc fini son discours. L'ordre de ce jour étant épuisé, l'audience est levée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Distingués invités, de l'année judiciaire à la Cour constitutionnelle, un cocktail sera servi. Il est donc clair que les éléments évoqués dans le discours du président de la Cour constitutionnelle susciteront un débat houleux. Au cours de cette audience solennelle, nous avons eu une plaidoirie du bâtonnier national, une plaidoirie qui a évoqué des questions.
Voilà donc, mesdames et messieurs, le président de la République va devoir partir. Cette audience publique solennelle d'ouverture ou de rentrée judiciaire est donc terminée. On a parlé de plusieurs discours qui ont été prononcés. Guillaume Modimola, une prise de parole. Heureusement que le bâtonnier lui-même a dit que c'était une opinion. En tout cas, son opinion à lui. Il pensait dans son développement qu'il était envisageable d'avoir une seule rentrée judiciaire, une seule cérémonie. Il a évoqué des questions protocolaires, il a évoqué l'unicité du ministère public, il a évoqué plusieurs raisons selon lui, mais à la prise de parole du président de la Cour constitutionnelle, il a tout de suite balayé ces moyens évoqués par le bâtonnier national. Oui, le président de la Cour constitutionnelle a répondu au bâtonnier national de manière péremptoire pour dire que on ne peut plus revenir en arrière parce qu'on avait déjà émietté les trois juridictions. Chaque juridiction a sa spécificité et son objet. Donc la Cour constitutionnelle n'est pas au-dessus des autres cours, même si le président de la Cour constitutionnelle est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature, mais il ne décide pas seul. Tous les autres présidents des autres juridictions sont de droit ces vice-présidents. Donc on a considéré plutôt que le bâtonnier national a créé une petite polémique, même si après il a considéré que ce n'était qu'un avis. Voilà, c'est la rentrée judiciaire de la Cour constitutionnelle. Je crois que d'ici peu, nous assisterons aussi à la rentrée judiciaire du Conseil d'État dirigé par Madame Brigitte Saint-Célé. Oui, une polémique bien entendu, mais juridiquement c'est quand même soutenable. Il peut toujours y avoir des débats autour de la question. Le président de la Cour constitutionnelle prenait la parole en cette qualité et lui qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, je crois que lui aussi a évité la polémique, se plaçant du bon côté de l'histoire, je l'imagine, pour ne pas frustrer les autres juridictions, hautes juridictions. Il a pris une position très claire, mais je pense que l'opinion du bâtonnier national mérite bien qu'on y réfléchisse, parce que même sur le plan protocolaire, ça exige au président de la République d'être 3 fois invité à des rentrées judiciaires. C'est des questions qui doivent être abordées, c'est une réflexion qui doit être menée. Je pense qu'en cela, il n'y a aucun mal et le président de la Cour constitutionnelle a agi forcément en sa position. J'estime que c'est pour des raisons beaucoup plus politiques, la gestion, éviter que les autres ne soient frustrés. Le président de la Cour constitutionnelle n'a pas parlé pour apaiser les gens. Il n'a fait qu'allusion à la loi, et ce qui est très très important, parce que la loi dit que chaque juridiction doit faire sa rentrée. Et le président de la République ne s'est jamais plaint de venir aux rentrées judiciaires parce qu'il est le magistrat suprême. Et vous devriez comprendre que même dans les provinces, le cours d'appel et toutes les cours organisent leurs rentrées judiciaires. Mais il se fait qu'il est le magistrat suprême. Et là, qui plus est, c'est la cour où il est même, il pourrait être justiciable. C'est comme ça que toutes les juridictions de l'ordre judiciaire qui proviennent de l'émiettement de la Cour suprême de justice ont le même rang. Le bâtonnier national, malheureusement, son avis a failli créer la polémique. Heureusement, la sagesse du président de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle, qui est de droit président du Conseil supérieur de la magistrature, a pesé pour apaiser les gens. Bon, voilà donc, il est toujours possible de faire évoluer la législation, et cette réflexion du bâtonnier national mérite bien qu'on s'y penche. On y reviendra forcément. On nous a fait dire que le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature va arriver à un moment. Il aura 2-3 phrases à dire à notre micro dans l'entretemps. Geneviève Kumba, la Cour constitutionnelle, a fait sa rentrée judiciaire. Les discours ont été prononcés. Il y a eu cette plaidoirie du bâtonnier national. Il s'en est suivi de la mercuriale du procureur général près la Cour constitutionnelle. Et puis, le discours du président de la Cour constitutionnelle qui a porté sur...
de la fonction de régulation de la Cour constitutionnelle. Seleka bapanga luzolo bitmekatoa na kulanda ba maskuru to ba diskulu tatu ya mvimba ina mikatoka na kutuba maawa bamemonisa na batonye mutindo bakena kusadila kisalo bau na bisalo ya kusambisa mpe na ina mitadila procureur général ya npedia kandi baka kandinga samna kutendula wapu mutindu mamambo mikatuka kusubila na kati ya bisalo ya kusambisa mpe président Dieudonné Kamuleta andi kondoka ve kutendula wapu mutindu bisalu ya Cour constitutionnelle kena kutambulila mpe wa mutindu wakena kusadila yao samu ya tambula na mutindu mosi ya kufwana pe ambote na kati ya mvula yayi Nadine Kabobi ketendula betodiaka inandikangaka solo ndeko Geneviève na tonji obotonzi totondi bino banso bolanda kibiso bipai na bipai na kati ya molongo tope na kati ya ekolo Congo démocratique ezala na kati ya bituka tope awa na kati ya ngoma mokonzi Kinshasa solo na maloba ya président ya Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta nde molulu mwalelo mosuki ya solo ezalaki libaku pona bâtonnier national kozwa bongo maloba elandaki bongo ngala ya procureur ya Cour constitutionnelle na pe président ya Cour constitutionnelle yemoko Dieudonné Kamuleta nde ayebi kolakisa o ezalaki tina ya bokutani ya lelo solo ezalaki mingi penza pona kozongisa to pe kolakisa mosala moye Cour constitutionnelle ezali na yango pona kobongisa to pe kozongisa nyonso omolongo na oyo etali bongo mibeko boyeba ete Cour constitutionnelle pona baye bozoki biso na nzela tozalaki bongo na kati ya lingwala mingi penza na lopango ya palais du peuple wapesika molulu monene mosalemi ya bozongeli misala to pe misala to ba mingi penza makita ya bazuzi ya likolo otobengi bongo ba o magistrat bazalaka bongo libwa kasi na kati ya libwa wana toyebi te basusu bapona maka na nzela ya présidence ya république basusu bapona maka na nzela ya bayi misala ya parlement pe ya basusu misato basusu bakoutaka bongo na nzela ya magistrature boye bate président de la république Félix Antoine Tshisekedi azalaki awa lelo lokola moko oyo tobengi mingi penza magistrat suprême oyo ayaki bongo koyingela na molulu to pe na likita ya linene lisalemi awa na kati ya pays du peuple wapesika ba magistrat bayebi bongo kofungola nzela ya misala ya bozongeli bongo misala ya makita mabango boyeba te Cour constitutionnelle ezali bongo moko tribunal ya suka to pe ya likolo na kati ya ekolo Congo démocratique elingi koloba ete soki yango ekati likambo ya solo ata moto moko te akoki kotia lisusu tembe to pe akoki koloba to pe akoki kobongola likambo liye liwuti to pe katami na kati ya Cour constitutionnelle solo lopango na bango wapesika bakosaka makita ezali bongo kuna na commune ya Gombe awa ezalaki mingi penza pona kolakisa ete ezali bongo siège ya misala mitali mingi penza ya bayi parlement to pe ba institution ndenge na ndenge ezali kokamba misala na kati ya ekolo solo ezalaki esengo to pe ezalaki lokumu mingi na président de la république komona elongo na bakambi ndenge na ndenge ya misala ya institution komona lolenge kani bayi misala ya Cour constitutionnelle basengeli bazwaki bongo mokano ya koya kozongela oyo ezali misala ya bango osima ya kopema ya sanza mibale bongo mobu moye ezali bongo misala miye to pe likitali ezali po ya mobu 2025 pe mobu 2026 nazongi malobe pa na yo ndeko Edi Chala. Merci Nadine Kabobi, merci Geneviève Kumba, merci à Guillaume Modimola qui a été avec nous, la radio-télévision nationale congolaise, la télévision des grands moments. C'était donc un grand moment en ce moment. Merci de nous avoir suivis et nous allons vous proposer le match au stade des Martyrs, Maniema Union.